Salut, moi c'est Chouette Livre et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui je reçois William Danjou, éditeur des éditions de l'Heure Zéro, qui a accepté de répondre à toutes mes questions sur l'édition et notamment la création d'une maison d'édition. Bonjour William. Bonjour Claire. Comment tu vas? Ça va très bien, je te remercie. Alors je me permets de te tutoyer vu qu'on se connaît. On se connaît un peu, oui, effectivement. Je pense qu'on peut dire ça. Mais nos auditeurs ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu pourrais, pour te présenter, en fait le mieux ce serait quand même que tu parles de livres, de tes livres préférés, ceux qui te représentent le mieux, etc. Le premier livre qui me vient en tête, c'est L'Ordre du Contrevent, qui est un livre de Alain Damasio, qui est un petit peu notre fierté française, notre cocorico en termes de SF. Qu'est-ce que je peux te dire un petit peu sur ce livre-là ? C'est l'histoire d'une bande d'explorateurs qui vont découvrir un petit peu un monde qui est une immense pente qui est constamment battue par des vents. Et donc ils se disent merde, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver ce qui se trouve au sommet de cette pente, ce qui se trouve à la source du vent. C'est un livre qui est à la fois un petit peu lourd sur sa SF et en même temps qui a une sacrée portée, j'ai envie de dire un petit peu philosophique, métaphorique, et puis il y a une grosse dimension méta. Donc c'est un petit peu ma réponse intellectuelle de prétentieuse qui se la pète, mais voilà, c'est un petit peu mon comment est-ce qu'on dit Ta lecture doudou? Alors doudou, je sais pas. Mais voilà, c'est un petit peu mon top 1, le livre qui est au sommet de... C'est mon Emma, moi, quoi. C'est un peu ton Emma, exactement, ouais. J'en ai moins d'exemplaires, j'en ai moins d'éditions différentes, mais c'est un petit peu mon Emma. Voilà. D'ailleurs, c'est mon édition de la Ronde de Contrevent que tu as. Celle qui se trouve actuellement dans la bibliothèque, c'est ton édition, effectivement. C'est ton édition parce qu'il se trouve que mon édition, je l'avais prêté à quelqu'un et le livre étant aussi bon qu'il l'est, on me l'a jamais rendu. Est-ce que tu as le nom de cette personne, l'adresse de cette personne? J'ai le nom et l'adresse de cette personne. Il faudra que j'aille lui dérober un jour. C'est faux, je lui ai complètement laissé le livre en disant ne t'en fais pas, j'ai mon exemplaire et tout le monde devrait avoir ce livre-là de toute façon en livre de chevet, telle une bible. Donc voilà, tout va bien. Je t'avoue que je t'ai laissé sans peine mon exemplaire parce que moi ça a pas marché avec moi. Mais un jour, par amour pour toi, je finirai par le lire en entier. Promis. Il y a un autre livre, une autre saga plutôt, qui me vient un petit peu quand tu me demandes effectivement quels sont un petit peu mes livres préférés. C'est Les Orphelins Baudelaire que j'ai relu récemment là pour le coup et qui sont toujours trop cool. Alors effectivement il y a un petit peu peut-être un biais de récence qui joue là-dedans, mais vraiment je trouve que c'est en termes de ton, en termes de thématique, en termes un petit peu d'esprit méta-littéraire, on touche à quelque chose qui se fait très peu en jeunesse et tu as lu, toi, il me semble, les premiers volumes. Du coup, je pense que tu vois un petit peu ce qui démarque les Orphelins Baudelaire du reste de la littérature jeunesse et même moi qui suis pas un gros consommateur de littérature jeunesse, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui que ça l'était il y a quelques années. Mais c'est vrai que c'est un petit peu pour moi les œuvres qui se démarquent dans ce milieu-là et auxquelles j'accroche le plus en tant qu'adulte en fait, qui lit de la littérature jeunesse. Ouais, c'est vrai que Les Orphelins Baudelaire, ça a bien vieilli, mine de rien, je trouve. Et ça reste des textes assez simples en soi, mais en même temps, ils sont hyper bien travaillés. En fait, c'est pas si simple que ça. En fait, il paraît simple pour le lecteur qui le lit comme ça. La complexité est vraiment sous-jacente, ouais. Ouais, et moi, j'ai lu que les 4 premiers tomes pour l'instant. D'ailleurs... Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a 13. Mais c'est vrai que t'as bien enchaîné les 10 derniers, j'ai l'impression.
Mais ouais, il faut que je m'y remette. Mais ouais, je suis trop contente que tu cites un petit peu de la jeunesse parce que j'adore ça. Donc, Et du coup, comme tu m'en as demandé 3, j'ai réfléchi un petit peu et je pense qu'en 3e, je vais pas tellement te citer un livre que une œuvre plus d'un auteur qui est un écrivain anglophone qui s'appelle Harlan Ellison et qui fait dans ce que je vais appeler un petit peu de la nouvelle SF, un petit peu à concept, un petit peu... Quel mot est-ce que je pourrais placer là-dessus ? Il est très dur à décrire, Ellison, mais on va dire quelque chose de très perché. En fait, Ellison écrit des choses qui sont vraiment très diverses, donc c'est un petit peu difficile de cerner. Moi, je le connais surtout via ses nouvelles. Il me semble qu'il a écrit aussi du roman. Mais voilà, en fait, il y a quelque chose de toujours surprenant dans ce qu'il écrit, c'est-à-dire que quand tu commences un texte d'Ellison, c'est impossible de savoir à quoi tu vas t'attendre. Il a des choses qui sont comiques, il a du tragique, il a vraiment de tous les tons, de tous les thèmes, il a des choses très courtes, il a des choses beaucoup plus longues, beaucoup plus poussées en termes de création d'univers, il a des choses qui sont vraiment très light. Donc vraiment, c'est un auteur qui est malheureusement décédé il y a quelques années, mais qui a une œuvre qui est tentaculaire, quoi. C'est assez impressionnant de voir à quel point il a fait tellement de choses différentes, il a touché à plein d'aspects de la littérature et voilà, ce mec m'impressionne. Et du coup, ces textes ont été traduits en... Je sais qu'il y en a certains qui ont été traduits en français et qui sont très chouettes. il n'y a pas tout qui a été traduit Alors franchement, vu tout ce qu'il a écrit, j'en doute. Ah ouais. Vu tout ce qu'il a écrit, et puis c'est pas non plus un auteur qui a un rayonnement non plus international. Moi je le connais au moins de nom, mais alors que je lis pas du tout de ce genre-là, nouvelle SF, un peu conceptuel et tout. Ouais. Donc En fait, j'ai l'impression que il est beaucoup plus connu dans les cercles d'auteurs qui sont un petit peu dans son même univers. C'est-à-dire que souvent c'est plus des auteurs qui vont en parler, des auteurs à la Stephen King, à la Martin, ce genre de choses, qui sont un petit peu dans les mêmes sphères. Parce que Martin, on le connaît surtout pour Game of Thrones, mais il a écrit pas mal de SF aussi. Et donc voilà, c'est quelqu'un dont on entend surtout parler de la bouche d'autres auteurs, et c'est vrai que je trouve il manque un petit peu de reconnaissance, je trouve, enfin, pas non, ok. Non, je suis sûr que c'est quelqu'un de très reconnaissant, mais il devrait être plus reconnu. C'est ça, voilà, c'est plus comme ça que je devrais le formuler. Je trouve que c'est quelqu'un de très sous-coté pour le dire comme ça. Voilà, et donc si je peux conseiller un petit peu ces textes-là, il y a des choses qui se lisent très vite et très bien, et qui sont trop cool pour découvrir son univers. Voilà. Bah écoute, en vrai j'essaierai quand même un de ces quatre, une de ces nouvelles au moins. Enfin, si je pourrais me conseiller une en particulier et tout, ce serait cool. Il y en a une qui est un petit peu reconnue comme étant son magnum opus, quoi. Qui est... Alors, est-ce que le titre français... Alors, je vais un petit peu te traduire le titre à l'arrache, parce que... Ouais, pas de soucis. Parce que j'ai aucune idée de comment il a été traduit en français, mais qui est je n'ai pas de bouche et je dois hurler. I have no mouth and I must scream. Qui est là, pour le coup... une œuvre qui a ce rayonnement un petit peu plus large que juste dans ces sphères dont je parlais tout à l'heure. Pour le coup, ce texte-là qui est assez court, qui est une nouvelle de quelques dizaines de pages, ce texte-là, pour le coup, par contre, est vraiment connu, et c'est un petit peu le seul qui a échappé qui a réussi à s'échapper dans le mainstream, on va dire. Bah rien que le titre, moi, je trouve... Déjà, rien que le titre, il est... Waouh. Enfin... Moi j'aime trop. Il a souvent des titres qui sont très perchés comme ça, qui reflètent complètement son univers. Mais c'est pas juste perché, je trouve qu'il y a quand même énormément de sens en fait dedans, quoi.
j'ai pas de bouche, mais je veux quand même hurler. Enfin, c'est... Ouais. Mais maintenant, j'ai trop envie de découvrir. Pour en revenir un peu à l'édition, je voulais savoir un petit peu c'est quoi ton parcours un peu scolaire, mais un peu de vie par rapport à l'édition, etc. Depuis quand tu sais que tu veux devenir éditeur? Enfin, comment t'en es arrivé là? Ce serait peut-être un petit peu cliché de dire que l'édition et le livre se sont imposés à moi. Mais c'est vrai que je suis arrivé dans l'univers du livre un petit peu par hasard. Alors j'étais déjà un gros lecteur, mais disons que c'est vrai que j'avais pas en tête d'en faire forcément mon métier à ce point-là. Je me rappelle qu'à un moment, j'étais peut-être parti dans l'idée de faire scénariste. Donc plutôt dans le cinéma, plutôt dans la télé, etc. Et j'avais laissé un petit peu ça de côté, je savais pas trop où j'allais scolairement, quoi. J'avais pas vraiment d'objectifs, de métier en tête, etc. Et je suis arrivé un petit peu par hasard en licence de lettres modernes, parce que j'avais d'après mes professeurs certaines aptitudes avec les lettres. Et plus largement, j'étais un petit peu plus créatif que cognitif. On me voyait plus visiblement dans l'artistique que dans la science et dans les maths, etc. Donc on m'a un petit peu envoyé de ce côté-là, et je me dis oui, d'accord, très bien. J'arrive en lettres modernes, et effectivement à ce moment-là, je découvre le métier d'éditeur par le biais de je ne sais plus quel atelier. Donc je rencontre un éditeur, je suis en contact avec d'autres. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, ben oui, c'est vrai qu'effectivement, j'ai un gros attrait pour le livre, le métier me parle vachement, voilà, je pense que je vais poursuivre cette route-là. Donc j'ai enchaîné avec un master édition, où j'ai rencontré des gens très sympathiques qui ensuite ont lancé des podcasts sous l'égide d'oiseaux nocturnes quelconques. Et sortant de ce master, au cours duquel j'ai pu faire de l'édition dans des maisons d'édition à Paris, en province, je me suis dit, bon, je vais commencer à chercher un petit peu du travail là-dedans. Il faut savoir que le secteur actuellement de l'édition, tu vas pas me contredire là-dessus, est vachement bouché. Un peu, ouais. Et j'en suis arrivé à un point où je me suis dit, ben en fait, la solution, puisqu'il n'y a pas visiblement de place dans ce coin-là, ça va peut-être être d'en faire moi-même de la place. Et j'ai décidé de me faire une petite place moi-même dans ce secteur-là, tout simplement. Est-ce que justement, en créant ta maison d'édition, tu faisais un petit peu un truc que tu voyais pas forcément chez les éditeurs chez qui tu postulais? Parce que souvent, c'est plutôt des gros groupes qui sont assez lisses et tout, qui prennent à la rigueur, parce que les petites maisons d'édition, elles peuvent pas embaucher parce que elles sont petites. Mais du coup, t'avais vraiment dans cette optique de faire vraiment un truc à ta manière, avec ta patte à toi? Je sais pas si j'avais dans l'optique de faire quelque chose de foncièrement révolutionnaire, et je pense pas que ce soit le cas de ce que je fais d'ailleurs, tout simplement de l'édition de livres. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire les choses, si c'est pas à ma manière, au moins par moi-même, entre guillemets. Mais je pense pas que la façon dont je fasse les choses est différente de la façon dont c'est fait autre part. Mais en fait, j'avais envie de faire ça moi-même et de mettre moi-même la main à la pâte, de toucher un petit peu à tout, parce qu'il y a énormément d'aspects du métier d'éditeur qui m'intéressaient, on va dire. Et c'est vrai que dans une maison d'édition qui va être plus grosse, quand on pense aux gros monstres de l'édition, c'est vrai que t'es souvent cantonné à un rôle, parce qu'ils vont avoir des graphistes, ils vont avoir des gens pour la com, ils vont avoir des gens pour l'édition, ils vont avoir des gens pour le relationnel avec les auteurs, ils vont avoir des gens pour tout en fait. Et ton rôle dans ces maisons d'édition là est souvent très spécifique. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup toucher à tout dans des projets artistiques, et je pense que j'aurais très vite été frustré
dans une grosse maison d'édition, de toute manière, à rester dans une petite case dans le processus de création, quoi. Ouais, bah, je suis d'accord, parce que moi, ce que je préfère dans l'édition, c'était vraiment enfin, genre, chaque journée est un peu différente parce que t'as plein de trucs à faire. Ouais. En même temps, c'est compliqué à gérer quand même, hein, d'avoir toutes ces casquettes. Mais c'est hyper stimulant, en fait, de faire avancer tous tes pions toi-même un petit peu. Mais c'est vrai qu'avoir une équipe, ce serait cool quand même. Ouais, c'est ça. Je vais pas faire comme si c'était idyllique. Mais ouais, en fait, c'est à double tranchant. D'un côté, comme tu dis, c'est super stimulant et puis super grisant aussi d'avoir la main mise sur tous les aspects d'un projet. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose de vachement épuisant et puis d'anxiogène. C'est-à-dire que si tu rates une partie du projet, tout le reste fout le camp et tout repose un petit peu sur tes épaules. Donc j'ai un petit peu la chance aussi de pouvoir me reposer sur d'autres personnes qui sont du milieu, parce que heureusement je connais du coup beaucoup de monde, encore une fois des gens qui se font passer pour des oiseaux, ce genre de choses. Non mais voilà, c'est vrai que je connais des correcteurs, je connais des éditeurs, des maquettistes, je connais et surtout des lecteurs qui sont très avides de textes, si bourrés de fautes soient-ils. Donc c'est vrai que c'est important, je pense, quand tu te lances comme ça, d'être bien entouré. C'est-à-dire que si j'étais sorti de mon master, qu'il y avait eu que moi dans le master, que je connaissais personne à côté, je pense pas que j'aurais pu me lancer comme ça sans avoir du monde pour m'épauler un petit peu, on va dire. Bah ça, c'est vraiment propre à toute création d'entreprise, quelle qu'elle soit, hein. Si t'es pas entouré, bah moralement c'est dur, puis c'est bien de montrer un petit peu à ton entourage, même si t'es un petit peu... T'as tendance à quand même cacher un peu tes projets et tout, même moi je suis pas au courant de tout. mais genre c'est quand même important d'avoir un avis un peu extérieur, même si en vrai, bah on se connaît, ou les gens autour de toi te connaissent, donc ils ont forcément ils sont un peu biaisés quand même parce que bah, ils t'aiment. Le problème, c'est que c'est soit ça, soit se repose entièrement sur ton avis à toi. Et enfin, tu peux pas vraiment te permettre de faire ça quand... Mais ça permet de prendre un peu de recul quand même, d'avoir d'autres yeux, quoi, d'autres regards. Et ça, même mine de rien, ça a quand même de la valeur, mine de rien. Et franchement, c'est vrai que ça fait quand même plus d'1 an que t'es sur la création de cette maison d'édition. Parce qu'effectivement, ça s'est pas fait juste... Ça s'est pas fait en un jour, ça a pas commencé au moment de la création de l'entreprise. Effectivement, il y a eu beaucoup de travail en amont. Et à ce niveau-là, encore plus, c'était super important d'être entouré. Et en vrai, je pense que j'ai eu un petit peu la chance aussi d'avoir comment dire, d'être bien conseillé. C'est-à-dire qu'on m'a orienté vers des formations, vers des ateliers, ce genre de choses qui étaient consacrées à la création d'entreprises. Et c'est vrai que moi j'y allais un petit peu à la base avec mes compétences techniques d'éditeur, quoi, tout simplement, mes compétences artistiques, ce genre de choses. Et il y a tout le côté gestion d'entreprise qui est super important aussi, mais c'est vrai que ça c'était ce qui me manquait un peu, quoi. Oui, c'est pas un truc qu'on apprend. Et je pense que ça suffit pas de se lancer avec la passion. Et qu'il faut effectivement avoir un petit peu toute cette préparation en amont, toutes ces connaissances sur ce que va être gérer une entreprise, au-delà de juste gérer une maison d'édition. Et ouais, c'est un gros travail, et c'est d'autant plus compliqué que souvent les gens qui ont envie de se lancer là-dedans, et je le sais parce que c'est mon cas, c'est des gens qui sont beaucoup plus portés sur le côté artistique, sur le créatif, c'est des esprits libres un petit peu.
Et se retrouver à devoir gérer toute cette partie très, très administrative, très paperasse, c'est quelque chose de très lourd et qui est complètement en dehors de notre zone de confort. Et ça demande un gros effort à ce niveau-là. Mais ouais, du coup, c'est bien que tu aies suivi ce genre de formation parce qu'en plus, ça t'apporte. En gros, il y a des trucs que, par exemple, tu savais pas du tout avant de créer ton entreprise et tu as appris plein de trucs sur comment tout ça se passe et tout. Donc, c'est super important. Et puis, même si là, t'as pas forcément. Pour l'instant, t'es tout seul dans la maison d'édition. Seul. Moi. Oui, officiellement. Bonjour Ursaf. Je suis seul dans cette entreprise. Il n'y a que moi qui y travaille. Oui, voilà. Tu reçois des petits coups de main, mais ça reste ok. Mais voilà. Par exemple, tu tournes pas aux stagiaires ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est un truc que moi dans l'édition, je trouve ça infâme. On en a tous les deux fait l'expérience de toute façon de. Oui. Effectivement, de se retrouver un peu dans cette machine, ce roulement de stagiaires sur lesquels fonctionnent certaines maisons. Ouais, mais il y a des maisons d'édition, genre c'est les stagiaires d'avant qui forment les nouveaux stagiaires, ouais. C'est juste pas ok, quoi. Voilà. Surtout quand c'est des maisons d'édition qui se prônent un petit peu, morale. Oui, voilà, sans viser aucune maison d'édition. Mais ouais, donc voilà. Donc en fait là, tu gères la maison d'édition tout seul. Concrètement. Paperasse, édition, promo aussi. Ça, c'est une partie. La partie que. C'est monstrueux la dimension que ça prend. Parce qu'effectivement, là, je parlais du côté édition, je parlais du côté administratif. Mais effectivement, ouais, tout ça n'existe pas si tu ne dis pas au monde que ça existe, quoi. Et dire au monde que ça existe, c'est très compliqué, surtout effectivement quand t'es tout seul, que tu dois gérer ça à côté de ton travail plus concret sur l'édition de livres. Ça demande énormément de temps, c'est très chronophage, ça demande beaucoup d'efforts. C'est vraiment, t'as pas de bouche et tu veux hurler. Exactement. C'est, ouais, là pour l'instant, le gros obstacle, et j'en suis encore à ce stade-là, avec les éditions de l'heure zéro, le gros obstacle, là, c'est vraiment se faire connaître, se faire entendre, parce que tu peux sortir le meilleur livre du monde, si personne sait que tu l'as sorti, ça a rien changé, quoi. C'est comme... c'est une expression que tu m'as apprise, je connaissais pas, c'est genre, s'il y a un arbre qui tombe, s'il y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il est... Ah oui, c'est même pas tant une expression qu'un questionnement mi-philosophique, mi-scientifique. C'est vrai, effectivement, c'est... Qu'est-ce que c'est entendre? C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai, souvent on se dit, bah oui, c'est quelque chose de con comme question. Oui, évidemment, que si un arbre tombe et qu'il y a personne pour l'entendre dans la forêt, bah oui, il fait du bruit quand même. Mais le bruit étant l'interprétation de ton oreille un petit peu, des ondes qui arrivent dessus, en fait, la question elle dépend de ce que t'appelles du bruit, et je crois qu'on commence à complètement dévier, que ça n'a plus rien à voir. Je me suis juste laissé happer dans une question de philo. Tu as 4 heures. Ok, merde. Je vais chercher mes stylos. Non, oui, c'est... Ouais, pour revenir à la promo, ouais, c'est vraiment le truc compliqué, je trouve, pour l'instant. Au-delà de la paperasse, qui est un espèce de casse-tête labyrinthique terrible. Ouais, c'est vraiment compliqué quand tu n'as pas une base de communauté ou quoi que ce soit, de te lancer. Surtout moi qui ne suis pas quelqu'un qui est très porté réseau à la base. C'est-à-dire que jusqu'à avoir la boîte, je n'avais pas de Instagram. Je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur... je ne sais pas ce que les gens utilisent. Est-ce que les gens utilisent Snap? Snap, après, moi, j'ai ton âge, quoi. Donc, je sais pas si... T'as mon âge, mais j'ai l'impression des fois que j'ai 10 ans de plus en termes de technologie. Mais tu vois, moi, je jure que par Instagram... 10 ans d'arrière, j'entends, pas 10 ans Je jure que par Instagram...
Mais en vrai, TikTok, c'est ultra viral, mais moi, je sais pas l'utiliser comme, Moi, j'ai- comme les jeunes d'aujourd'hui. Ça me fait mal de dire cette phrase alors que j'allais dire j'ai 25 ans, mais non, j'en ai 26. Je vais faire un Reels. Mais non, un Reels, c'est sur Insta, les gars. Merde. Mais par exemple, Snap, pour moi, ça sert pas à communiquer, c'est... Oui, c'est plus du... À la rigueur, c'est les influenceurs qui te vendent des arnaques qui y Ouais. sont... Non, mais avec c'est leur un story. niveau plus personnel, quoi, Snap. Ouais, C'est voilà. ça que tu veux dire. Mais ouais, pour moi, c'est... Insta, c'est super important. TikTok, il faudrait y être. Moi, j'y suis un peu, mais je suis vraiment... C'est un coup de vent que je fais à chaque fois. Parce que parce que produire des vidéos et tout, enfin, rien qu'un petit, un petit TikTok, un petit Reels, ça prend du temps quand même à Ouais. tourner et tout. Et mais bon, voilà, c'est la loi de TikTok que je ne connais pas encore très bien. Et toi non plus d'ailleurs. Non, j'ai trouvé un CM un jour. Mais pour revenir à l'heure zéro, bah pourquoi ça s'appelle l'heure zéro? Ah, ça s'appelle l'heure zéro pour plein de raisons différentes. Et c'est ça qu'on aime. Moi, Moi j'aime bien quand il y a plein de significations derrière un truc. Non, c'est beaucoup de symbolique. Déjà, c'est le nom, simplement, c'est une référence à Page Zéro, qui est la chaîne sur laquelle j'ai commencé un petit peu à parler de livres en amont de la création de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avant de créer l'entreprise, je m'étais lancé un petit peu là-dedans. Donc effectivement, c'est une chaîne où je parle de lecture et surtout d'écriture. C'est vrai que je prends les choses un petit peu sous cet angle-là de... comment est-ce qu'en tant qu'auteur, on peut trouver des leçons à tirer des œuvres qu'on lit. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée à la base. Donc ça s'appelle Page Zéro, et donc l'heure zéro, c'est déjà une référence à ça. Et un petit peu, non pas un petit peu, complètement, sans m'en rendre compte, j'ai aussi fait une référence à Agatha Christie, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'heure zéro, que je ne connaissais pas avant de lancer la boîte. Et donc on a fini par me dire, est-ce que c'est une référence à Agatha Christie? Et je dis, ça peut l'être, on va dire que ouais, carrément, c'est une référence à Agatha Christie. Ma maison ici, on n'a rien à voir avec le policier ou avec le thriller, mais ouais, carrément. Donc voilà, il y a ça au niveau du nom. Et puis en fait, il y avait aussi cette image de l'horloge que j'aimais bien, parce que l'horloge, c'est un objet qui est intemporel, et puis c'est aussi un objet qui demande dans sa création un travail vachement minutieux, un travail très fin. Et je trouvais que c'était une assez bonne analogie de la création du livre. Et donc on a cette heure zéro qui est une heure qui n'est pas sur l'horloge, qui n'est pas sur le cadran, pour symboliser un petit peu, comment dire, cette volonté de faire des livres qui sortent un petit peu de ce qu'on peut voir ailleurs, de ce qu'on peut voir sur ce cadran littéraire, quoi. En gros, juste proposer quelque chose de nouveau. Voilà un petit peu d'où vient l'heure zéro, d'où vient le petit logo qui va avec. J'aime bien mon petit logo. Avec la petite pièce de Ouais, puzzle. ouais, parce qu'effectivement, il y a toute la dimension ludique aussi que j'avais envie de transmettre là-dedans. Donc voilà, c'est une combinaison de plein de petites significations qui... Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans ta ligne éditoriale et qui est assez diverse. Mais une éditoriale qui se divise un petit peu en trois. En trois piliers, puisqu'effectivement on a tout simplement la fiction classique, les romans, enfin classiques. Le moins possible, j'espère, ce serait un petit peu ennuyeux. Non, effectivement la fiction en roman qui s'agrémente un petit peu comment dire, de concepts toujours ludiques, ouais, j'aime bien ce mot-là. C'est le cas avec Odyssée, qui est le livre que j'ai écrit et que du coup j'ai publié avec la maison d'édition derrière. Où effectivement on va avoir des petits codes, des petits secrets cachés un petit peu, on va avoir cette dimension extra-littéraire. Et donc ça c'est la collection Quartz, hein, c'est ça? Ouais, carrément, c'est la collection Quartz. À côté de ça, on a une collection qui est beaucoup plus sur le ludique, qui est la collection sablier, comme les sabliers que tu vas retrouver dans tes jeux de société, etc.
Donc là, ça va être pour tout ce qui est roman dont vous êtes le héros, ce genre de choses. Trop bien, moi j'adore. Franchement, c'est quelque chose que j'ai envie de revoir un petit peu plus dans les rayons, et même moi que j'ai envie de... C'est vrai que ça se fait très rare. Ouais, alors que ça a tellement un potentiel, parce que c'est vrai que je trouve le gros frein à la lecture aujourd'hui, c'est qu'en fait, à côté d'autres médiums avec lesquels la lecture cohabite, le livre peut être un petit peu austère, entre guillemets, c'est-à-dire que déjà, le livre ne se lit pas tout seul, c'est-à-dire que tu mets ta série sur Netflix, tu décroches 2 secondes, la série continue, elle n'a pas besoin de toi. Alors que ton livre, tu commences à avoir du mal, t'es fatigué, t'as du mal à te concentrer. Le livre, il va pas se lire tout seul, t'as besoin d'être là, tu vois. Donc, pardon, tu voulais... Non, mais c'est juste par rapport à Netflix, c'est parce que... Je crois que j'en avais parlé en plus cette semaine ou la semaine dernière, mais genre par exemple maintenant, les scénaristes Netflix, ils font en sorte que dans les dialogues, ils expliquent ce qui vient de se passer. Ouais. Donc c'est encore... Ça rétrograde encore plus, c'est et du coup, quand les gens qui sont habitués à ce nouveau style d'écriture et qui sont consommateurs de ça, s'ils arrivent vers le livre et que ça devient trop dur, ça... Là, en fait, on en arrive à tout ce qui est le temps d'attention qui est complètement explosé par tous ces médiums-là, justement, qui sont ultra stimulants. C'est-à-dire que tu vas avoir des images qui te sont bombardées dans les yeux. Si tu prends la musique, pareil, forcément, c'est beaucoup plus stimulant que la lecture. Ça dépend laquelle tu prends, mais... Oui, bien sûr. Le jeu vidéo, il y a tout le côté interactif qui va avec et qui est vachement plus engageant, quoi. Donc c'est vrai que la lecture qui est un médium qui est ancestral, quoi. Qui a des millénaires d'antériorité. Il est entre guillemets pas à la page. Quoi. C'est très... Ouais, donc c'est vrai que la lecture doit un petit peu cohabiter avec tous ces médiums qui sont en surface, en tout cas beaucoup plus stimulants et beaucoup plus attrayants surtout pour les jeunes consommateurs, quoi. Et c'est vrai que je me dis qu'un moyen de faire revenir les gens à une lecture plus évidente, à une lecture plus engageante, plus stimulante, c'est un petit peu l'interactivité. Je vais prendre l'exemple d'un livre que tu m'as offert en plus il y a quelques mois de ça, qui est, et là je vais avoir besoin de ton aide pour retrouver le Jugement de Salomon. Le Jugement de Salomon, exactement. Qui est un livre où en fait tu vas avoir l'histoire qui est complètement décomposée en plein de lettres. C'est un livre épistolaire. C'est des lettres ? Ouais. Je sais pas, je l'ai pas lu. C'est des lettres, et en fait il va falloir que tu remettes toutes les lettres dans l'ordre. Et donc en fait t'as vraiment un rôle en tant que lecteur, t'es pas juste, t'as pas un rôle passif, quoi. T'es actif dans l'expérience. Enquêteur pour mettre. Ouais, c'est ça. Tu rentres vraiment dedans. Donc là on arrive au ludique, on arrive au stimulant, on arrive à l'engageant. Et ça pour moi c'est ce qui fait que le livre a aujourd'hui du mal à concourir avec les autres médiums qui sont autour de lui. C'est vraiment qu'il lui manque ce côté stimulant, ce côté engageant. Non pas que je trouve que la lecture ce soit quelque chose de chiant ou quoi que ce soit. Ouais, voilà. Non, c'est juste que pas de par sa forme en fait, le livre est beaucoup plus austère. Enfin, c'est pas une take complètement incroyable. Le livre est plus austère que regarder un film, quoi. Oui, bah oui, si tu tournes pas la page toi-même, ça ne fonctionne pas, c'est comme tu disais. C'est des mots en noir sur une page blanche, enfin, c'est... Après, on peut imprimer dans toutes les couleurs. Ah oui, hein. bien sûr, ouais, mais du coup, ça fume... Ça nique les yeux. Ça nique les yeux, ça fume la lisibilité. T'imprimes rouge sur vert, c'est parfait. Allez, c'est parti. Non, ouais, donc il faut trouver un petit peu des alternatives à ça, il faut trouver des moyens de rendre le texte intéressant, il faut retrouver des moyens de rendre le texte stimulant. Après, faut que le texte soit de base intéressant. Ouais, bien sûr. Complètement. Et donc voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de mettre en avant avec le sablier.
À savoir que ça peut être beaucoup plus large, hein, parce que le livre, forcément, on pense à du récit, on pense à du narratif. Je sais qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup, moi aussi, c'est le jeu de rôle, le JDR. Et pareil, c'est souvent sous forme de livre, quoi, que tu vas avoir ces choses-là. Et ça fait partie pour moi aussi des choses qui peuvent faire partie de la littérature ludique. Voilà. Et du coup, je parlais des 3 piliers un petit peu de l'heure zéro. Et le dernier, c'est donc la littérature plus classique, on va dire, mais que j'ai envie de revisiter. Donc ça va arriver plus tard. Mais que j'ai envie de revisiter pour lui donner justement cet aspect d'interactivité, cet aspect ludique. Faudra un petit compteur, parce que je répète énormément de mots. Il n'y a pas de compteur en fait avec. Y a pas de c'est compteur. pas une chaîne. Merci. Attends, c'est pas filmé là? Non. Non, ouais, voilà, je sais que j'ai envie. Il y a un petit peu des classiques de la littérature que j'ai envie de. Pas de remixer, ce serait un petit peu. Mais remettre au goût du jour. Ouais, bien sûr. C'est pas dans le sens réécrire le texte, c'est plus c'est pas un remake, quoi. Mais plus jouer sur la forme, jouer sur l'objet livre, pour essayer d'amplifier un peu ce que le texte a déjà comme qualité. Je sais qu'un des premiers trucs que j'avais eu en tête quand j'avais pensé à ce concept-là, c'était de reprendre Frankenstein, mais d'incorporer pour répondre un petit peu à la construction de la créature de Frankenstein, qui est un petit peu ce patchwork, cet amalgame de plein d'éléments. Intégrer au texte, en fait, des extraits d'autres textes gothiques de la même période, qui s'incorporaient un petit peu. Voilà, qui font un peu écho à ce qui ouais, se c'est passe ça, dans exactement. l'histoire. De reprendre du Poe, de reprendre du Lovecraft, ce genre de choses. Et d'essayer de... Enfin, alors, je suis de la même période. Bon, Lovecraft et Shelley, c'est pas exactement la même période, si je ne dis pas de conneries. Mais en tout cas, ouais, trouver des textes qui pourraient répondre un petit peu à ça, et en intégrer des bouts dans Frankenstein. Bon, au final, je pense que c'est quelque chose qui se fait. Ah, ok, je viens de comprendre le concept. Genre, Frankenstein, c'est plein de trucs Ouais, raccrochés c'est un ensemble. patchwork, ouais. Non, mais c'est le temps que moi ça monte. Je pense que c'est pas un projet qui va voir le jour au final, ou pas avant un petit moment, parce que du coup il y a eu le film Frankenstein qui est sorti, donc tout le monde a déjà ressorti son Frankenstein, voilà. Donc j'arriverai un petit peu après la bataille, ça n'aurait pas trop de sens. Mais voilà, c'est sortir ce genre de voie-là. Pour le coup, je trouve que c'est un truc que tu proposes vraiment. Enfin, là, il y a vraiment une proposition, alors que tu vois, genre, rééditer le même texte. Enfin, tu vois, c'est comme Monte Cristo, quand c'est sorti. Ouais, complètement. Tout le monde a ressorti son truc parce que c'est libre de droit, et donc, hop, bataille, c'est juste à qui a la plus belle couverture qui conquiert, ou le meilleur prix, ou je ne sais pas, ou le meilleur condensé, parce que c'est un truc massif, souvent c'est en 2 tomes. Ouais, des fois ça existe en 1 tome entier, mais c'est genre un cale-porte. Donc bon, voilà. Du coup là, t'as mentionné Odyssée, que tu disais avoir écrit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce premier titre de l'heure zéro? Je peux. Je peux. Odyssée, c'est un roman de littérature jeunesse, c'est de la SF, et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a soif d'aventure, et puis qui va partir dans l'espace à la recherche de sa mère, qui elle-même est une exploratrice légendaire qui a disparu au cours de sa quête. Et donc, Odyssée va se lancer un petit peu à sa recherche et essayer de comprendre où la quête de sa mère l'a amené, quoi. C'est un premier volume, c'est-à-dire que clairement il y a une suite derrière. Mais ça, c'est un petit peu la prémisse, voilà. C'est donc cette jeune fille qui va partir à l'aventure dans l'espace, qui va un petit peu assembler son équipage. Embrigader plein de gens au fur et à mesure. Et qui va vivre plein de petites aventures dans tous les coins de la galaxie, quoi. Et pourquoi avoir choisi de faire de ce texte ton premier titre pour la maison d'édition? La première raison, c'est une raison pratique. C'est-à-dire que plutôt que de lancer un appel à texte et devoir faire un tri et passer les premières semaines, peut-être les premiers mois à attendre de trouver un texte qui m'intéressait,
J'avais déjà ce texte-là qui était prêt au moment où je lançais la maison d'édition, donc je pouvais immédiatement commencer à travailler dessus. Et ça m'économisait un temps fou. La deuxième raison, c'est tout simplement que c'est un texte dont je suis très content. Et quand est venue l'idée de lancer ma maison d'édition, même si à la base, Odyssée, c'était quelque chose que je comptais proposer à d'autres maisons, je me suis un peu dit, non, c'est mon texte, je le garde jalousement et c'est moi que je vais le publier. Et en plus, enfin, c'est bête, mais c'est un texte que je connais du coup assez intimement et je pense que je suis entre guillemets le mieux placé pour travailler dessus. Après, bon, je dis ça, mais bien sûr, ça a ses complexités derrière. Parce que c'est vrai que tu manques forcément de recul quand t'es face à un texte que t'as écrit toi-même. C'est un espèce d'équilibre à trouver entre être trop indulgent et être trop dur avec toi-même. Et je pense que la solution pour gérer un petit peu cette situation-là où t'édites un texte que t'as soi-même écrit, en général ça va plutôt s'appliquer à des gens qui font de l'auto-édition, mais là pour le coup ça s'applique dans ce cas-là aussi. Je pense que la solution, en fait, j'en parlais déjà tout à l'heure, c'est de te reposer sur les gens qui sont autour de toi et d'être le plus perméable possible à leurs avis. Voilà, en tout cas, faut absolument pas s'enfermer un petit peu dans sa petite bulle et gérer le texte soi-même. Oui, parce que moi j'ai pu lire Odyssée alors que c'était encore en écriture. Donc j'étais vraiment... c'était même pas... Je crois que c'est même pas de la bêta lecture, c'est de l'alpha lecture, genre c'est pendant que ça... C'est pendant, ouais, c'est un truc... quasiment par-dessus mon épaule. J'ai appris ce terme il y a pas très longtemps. Okay. Mais ouais, du coup, moi j'ai pu le lire, mais t'as d'autres amis qui ont pu... qui sont bons lecteurs et tout, ou qui sont même dans l'édition, qui ont pu... je me suis débrouillé pour que des gens que je connais pas aussi puissent le lire et... Oui. Mais oui, avoir des avis de ce côté-là. Oui, c'est vrai qu'on a fait appel à un petit club lecture ado pour avoir des premiers avis en amont de la sortie. Et pour l'instant, les retours sont assez bons. Donc, ouais, ça va, je suis super content d'avoir ces retours-là, surtout du public cible, parce que moi, j'écris ça, je suis très content du texte, mais c'est avec des yeux d'adulte. Parce que même moi, tu vois, je suis une grosse fan de littérature jeunesse, mais je reste une adulte. Je suis pas le... C'est ça. Enfin, je suis un peu la cible parce que je finirai par acheter. Mais je suis pas la cible première, quoi. Ouais, complètement. Et j'avais une autre question, c'était genre, comment est née un peu cette histoire? Parce que vraiment, pour le coup, ça, je ne sais pas. Genre, je me suis rendu compte en préparant le podcast, je me suis dit, mais attends, mais il m'a jamais dit comment ça lui est venu. Je me souviens qu'un soir, tu m'as envoyé genre 2-3 pages et tu m'as dit, lis ça, qu'est-ce que t'en penses? Mais j'étais genre, ok, je vais lire et tout, mais je me suis jamais posé la question. Comment ça t'est venu? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a eu un truc, une inspiration? Un oracle me l'a apporté en rêve. Non, je pense que comme toute histoire qui vient à un auteur, c'est un petit peu une combinaison de toutes les influences qu'on peut avoir en tant que consommateur d'histoire, quoi. Que ce soit tes livres, que ce soit tes films, tes séries, tes musiques, etc. Déjà, il y avait effectivement cette passion pour la SF que moi j'ai depuis un bon moment. Tout à l'heure je parlais de Alain Damasio, je sais que j'ai beaucoup lu d'Asimov aussi, j'ai Harlan Ellison, pareil, c'est beaucoup de ça, SF. c'est que des auteurs pour adultes, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, dans les dernières années, je me suis pris à lire pas mal de littérature jeunesse. Il y a peut-être des influences autour de moi, voilà, qui ont fait que j'ai été un petit peu amené vers ces textes-là. Et un truc que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, il y a énormément de fantaisie en littérature jeunesse, mais c'est extrêmement pauvre en termes de SF. Je sais pas si t'as... Bah, je t'avoue que c'est pas la SF, déjà, de base, c'est pas un truc qui me tente de fou. Ouais. Donc, c'est pas un truc que je recherche. Donc, dans ma bibliothèque, t'en trouves pas trop. Genre... Oui, mais dans les rayons d'une librairie, est-ce que tu vois énormément de SF jeunesse? En tout cas, c'est pas mis en avant pour que je le vois, quoi. Je vois énormément de fantaisie, encore une fois, mais
À la rigueur, ce que j'ai lu récemment, là, c'est comment le monde est parti en saucisse. Là, c'est de la SF. Ouais. Mais c'est beaucoup d'humour, en fait. En fait, je trouve que dans Odyssée, t'as vraiment un gros univers construit et tout. Là, c'est de la SF, mais c'est basé, genre... C'est la SF qui s'introduit dans le monde quotidien, réel. Ouais, voilà. Okay. Alors que toi, c'est vraiment de la SF. Ouais, tu vois, genre, c'est SF en soi. Okay. Enfin, genre, il n'y a pas les humains. Oui. Enfin, en tout cas, Odyssée les a pas encore... Ça, c'est un spoil, non? Non, en tout cas, Odyssée pas croisé non plus. Odyssée n'a pas encore croisé les humains, et je sais pas si ça va être le cas, parce que l'univers est très grand, il y a plein de planètes, donc... Et puis, comme la belle épave tourne tout le temps en panne, toutes les 2 planètes... ça risque pas d'arriver demain. Mais en tout cas, c'est plutôt ça, tu vois, genre, j'ai l'impression que il y a cette tendance à prendre le jeune lecteur par la main en l'introduisant par ce qu'il connaît déjà. Ouais, et ensuite, on introduit l'élément un peu surnaturel, SF, et c'est là que ça arrive. Mais j'ai pas l'impression... Et après, je connais pas toute la littérature jeunesse, combien même j'aime la littérature jeunesse. Ben, pour le coup, je dois te dire que je ne connais pas trop de... Ou alors c'est des trucs que je trouve pas en librairie, tu vois, et ça, c'est dommage. Ouais, bien sûr. En tout cas, ouais, comme tu dis, soit c'est pas très existant, soit c'est pas énormément mis en avant. Et du coup, moi j'en suis arrivé à ce constat, donc qu'on ne trouvait pas énormément de SF en littérature jeunesse, et j'ai eu envie d'écrire en fait un texte que j'aurais aimé lire quand j'avais 10-11 ans, tu vois, et donc qui m'aurait parlé, moi, à ce moment-là, en sachant aujourd'hui toute la passion que j'ai pour la SF. C'est un petit peu comme ça, ouais, qu'est née l'idée d'Odyssée. Et après, je pense qu'il y a eu, comme je disais, beaucoup d'influence de tout ce que je consomme en termes d'histoire autour. Ce qui est marrant, c'est que du coup, je vais pas forcément te citer des bouquins. Une des premières influences auxquelles je pense, c'est Gravity Falls, qui est une série animée qui date d'il y a 10-15 ans, et qui était une série qui était centrée sur des gosses qui résolvent des mystères dans une ville vachement perchée. Et en fait, à chaque fois qu'ils résolvent un mystère, tu te rends compte que en fond, il y a 1001 autres énigmes qui se brassent et que tu essaies un petit peu de résoudre en background. Et c'est vraiment jouissif, je trouve, comme série, comme univers. Parce que, et du coup, je vais encore revenir à ça, mais ça te demande de t'impliquer toi en tant qu'audience. Ça demande toi de t'intéresser vraiment à l'univers, de t'immerger dedans, et d'essayer de résoudre des choses que les personnages eux-mêmes ne réalisent pas forcément. C'est-à-dire que Gravity Falls, à la fin de la série, bon bah forcément t'as une conclusion, t'as plein de choses qui c'est pas toujours le cas, hein, des fois. Ouais, des séries, c'est pas toujours le cas. Là c'est le cas pour Gravity Falls, t'as quand même une conclusion avec plein de choses qui sont résolues. Mais en fait, pour peu que tu t'intéresses un petit peu à la série plus en profondeur, il y a énormément de choses qui sont pas résolues, d'énigmes qui restent à résoudre, et il y a une communauté monstrueuse derrière Gravity Falls qui encore aujourd'hui est à fond dessus et essaie de résoudre des choses. C'est vraiment trop cool comme univers, et puis surtout c'est vraiment vivant, quoi, du coup. Tu me donnes envie de revoir parce que je réalise que j'ai aucune idée de... parce que moi Gravity Falls c'est toi qui me l'as fait regarder, mais j'avais déjà vu des épisodes par-ci par-là, mais sans plus, tu vois, parce que pour moi il sortait un peu de nulle part. C'était saison 2 épisode 3, et puis ensuite c'était l'épisode je ne sais combien, et c'est vrai que c'est une bonne série que j'ai beaucoup aimée parce que j'aime bien le fil rouge en fait. Parce que mine de rien c'est quand même une série, donc c'est un truc à suivre, c'est pas juste un truc que tu peux regarder n'importe quel épisode comme ça. Il y a des séries comme ça, mais bon, voilà. Et vraiment c'est une série que j'avais bien aimée, mais je t'avoue que j'avais pas ce truc là. Je me sens un peu les bêtes. C'est passé sous le nez. Non, c'est bien, c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu peux vraiment regarder la série et juste la prendre comme ça en surface, et ça reste quelque chose
ça reste quelque chose de très agréable en fait, et de très Mm. divertissant et de touchant, et c'est une très bonne histoire en soi. Mais en plus, t'as cette plus-value qui est d'avoir toute cette dimension ludique. Après, Enfin, c'est un truc assez fort parce que du coup, ça fait en sorte que le visionneur re-regarde encore et encore. Ouais, il y a déjà ça, mais même au-delà de ça, le truc c'est que si un épisode se termine, une série en random, l'épisode se termine, ou la saison se termine, tu ranges la série dans un coin de ta tête, et tu ressors la série quand l'épisode suivant sort, ou quand la saison suivante sort. Une série qui propose des choses comme ça à résoudre en background, la série te reste dans la tête. Et tu continues d'y c'est ça, penser. tu continues d'y penser, et tu restes dans l'univers, même une fois que la saison est finie, même une fois que l'épisode est fini, même une fois que la série est finie, quoi. C'est ça qui est très fort. Ça permet de faire vivre les personnages, l'histoire plus longtemps. Complètement. Et tout. Et donc c'est ce que tu as envie de refaire, ce que tu as eu envie de refaire avec Odyssey. C'est ce que j'ai envie de refaire avec Odyssey. Et ça m'amène un petit peu à une deuxième influence d'Odyssey, qui est un jeu que j'aime beaucoup, un jeu vidéo qui s'appelle Outer Wilds, et qui est un jeu qui va te mettre dans la peau d'un explorateur spatial qui va aller de planète en planète dans son système solaire. Pour le coup, contrairement à Odyssey, là tu vas pas rencontrer des gens partout, le système solaire est désert, mais en fait tu vas avoir ce rôle un petit peu d'archéologue où tu vas trouver des bribes de ce qui est arrivé aux civilisations qui étaient là avant toi. Et tu vas devoir un petit peu remettre tout ça bout à bout pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de résoudre les problèmes que ton système solaire a sur le moment. Et c'est un jeu qui est passionnant, et dans la même idée, c'est un jeu où t'as fini un petit peu ta session, tu vas te coucher, tu continues d'y penser, tu continues de réfléchir. C'est ça, tu continues à y réfléchir, et au milieu de la nuit, tu vas te réveiller, tremper dessus, à faire « Oh, c'est bon, oh, je l'ai !» Et c'est un sentiment qui est incroyable. Et je pense que ouais, j'avais envie de retranscrire un petit peu ça aussi dans le médium qui est la lecture, qui est le livre. Et du coup, je pense que si je devais donner une dernière influence, ça va être des livres dont je t'ai déjà parlé, du coup. Ah bon ? Et oui, puisque je pense que je vais te reparler des Orphelins Baudelaire. Oui, je m'en doutais. Je pensais que c'était le premier truc que t'allais citer, en fait. Eh non. Qui a un petit peu cette même dimension mystère, énigme, etc. à résoudre de côté. C'est c'est génial. Et surtout, ça a tellement d'avance. Parce que là, je te parle d'Outer Wilds qui date de 2016, 17, je sais plus, 2018. Je sais plus, mais c'est assez récent. Je pourrais pas te dire, je suis pas consommatrice de jeux vidéo. Comment oses-tu ? Mais je suis très fan, par contre, du visuel de Outer Wilds. Ouais, puis même la musique. Ouais, il y a une ambiance qui est. Il y a des musiques, j'aime pas trop quand elles passent et tout. Mais celle-là, je me dis pas, ah, c'est un jeu vidéo, j'aime pas, tu vois. Bah, en tout et cas... en vrai, il y a plein de musiques de jeux vidéo que tu me passes, et je trouve qu'elles sont vachement bien. Ok, trop bien. Ça va. Okay. mais donc oui, voilà, là je te parle d'Outer Wilds qui est un jeu assez récent, qui a même pas 10 ans. Je te parle de Gravity Falls que j'ai connu étant gosse, ouais, voilà. Les Orphelins Baudelaire, ça date de fin des années 90, début 2000, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment, ça avait une telle avance sur son temps en termes de choses comme... aujourd'hui, on parle souvent d'ARG, des Augmented Reality Games. Ok, merci pour... où en gros, ça va être des jeux de pistes qui vont t'emmener au-delà de leur médium de base. Par exemple, Gravity Falls va t'emmener sur Internet, sur des sites, etc. Outer Wilds, je crois pas que ce soit nécessairement le cas, mais tu vas avoir d'autres œuvres dans le même genre qui vont effectivement te faire sortir un petit peu du milieu du jeu, ou du milieu du livre, ou du milieu de la série, et t'emmener autre part. C'est génial. Et les Orphelins Baudelaire, et c'est un des premiers à avoir tenté des choses comme ça,
il t'emmenait pas nécessairement au-delà du médium littéraire, en tout cas pas que je me sois rendu compte. Si ça se trouve, j'ai complètement raté des pans des pans de l'univers et du mystère. Mais en tout cas, ouais, c'est une œuvre qui te fait réfléchir, même quand t'as refermé le bouquin, et qui te fait réfléchir à son univers, à son histoire, à ses mystères, à son background, enfin, c'est trop chouette. Et je pense que pareil, j'essaye de répliquer un petit peu ce sentiment-là dans Odyssée. Bah, c'est plein de... Déjà, c'est 3 médiums différents dont tu t'inspires. Ouais. Donc, c'est 3 façons de raconter qui peuvent être un peu différentes et d'autres manières. Bah, en fait, je suis un gros lecteur, mais je consomme énormément d'autres choses en termes de médiums artistiques. Et je pense que j'ai essayé d'amener un petit peu des aspects de ces médiums-là dans Odyssée. Je sais pas à quel point ça fonctionne, l'avenir nous le dira. Moi j'ai envie de te dire que oui. Mais en tout cas voilà, j'ai essayé de nourrir un petit peu le texte d'influences qui sont pas purement littéraires, parce que je trouve qu'en fait le médium littéraire il gagne énormément, et de façon générale les médiums artistiques gagnent énormément à s'inspirer de ce qu'on trouve dans d'autres. Le milieu du jeu vidéo s'est beaucoup inspiré du cinéma. C'est pas pour rien qu'on parle de cinématique souvent dans le jeu vidéo quand tu parles d'éléments qui enlèvent un petit peu le gameplay, qui le font passer au deuxième plan, et on te raconte des choses de façon plus visuelle. Bon. Voilà, il y a une narration qui se fait par le visuel dans le jeu, c'est inspiré de ça. Voilà, il y a énormément de choses qui peuvent s'inspirer. Qu'est-ce que je peux te trouver d'autre comme exemple? Tiens, bah, il y a Daisy Johnson de Six dans ta bibliothèque. Ça, c'est basé sur la musique, c'est basé sur énormément de choses, sur des textes, voilà. Oui, mais Daisy Johnson de Six, c'est... Ah, je sais. T'es pas d'accord. Bah, pour moi, c'est inspiré, tu sais, des reportages... C'est oui, genre... Ouais, carrément, mais ouais. du coup, ça s'inspire quand même d'un autre Parce que vraiment, médium, quand je le c'est lisais, tu vois les reportages qui passent à la télé en France, ouais. mais qui en fait sont des reportages américains, et du coup... Enfin, pas des reportages, mais tu vois, genre avec des une interviews. traduction, enfin, comment dire, avec la traduction par-dessus. Et du coup, t'entends quand même ouais, mais vraiment, quand je le lisais, j'avais l'impression d'entendre l'anglais derrière que je comprenais pas. Exactement. Et vraiment, c'était trop bien. Ouais. Moi, j'avais vraiment ce truc-là quand je lisais. Ça fait des œuvres vraiment uniques en plus, quoi. Ouais, et du coup, c'est un truc que j'ai pas retrouvé forcément dans la série adaptée, même si toi tu l'as aimé. Mais tu n'as pas lu le livre, donc tu ne peux pas juger. je ne jugerai pas. Mais c'est vrai que eux, ils ont adapté, on s'écarte, mais ils ont adapté les chansons qui ont été créées dans le livre, et ça, je trouve ça génial, et ça rend trop bien quand même. C'est incroyable. Vraiment, enfin, tu me dis pas que ça sort d'une série qui essaie d'émuler les années 60-70 dans le pop rock. Tu me dis juste, ouais, c'est une vraie, un vrai groupe qui a existé dans ces années-là. Je dis, ouais, bien sûr, carrément, ouais, il est très sympa et tout. Et en vrai, c'est un peu un vrai groupe qui a existé dans ces années-là, parce qu'ils sont inspirés de Fleetwood Mac, si je dis pas de conneries. Alors ça, je sais pas. J'ai pas l'info. En gros, c'est un groupe qui est très connu pour avoir des musiques trop cool et pour avoir des dramas de ouf dans les... Après, tous les groupes de ces années-là avaient des gros dramas de ouf. Mais eux d'autant plus. D'accord, ok. C'est assez documenté en plus, c'est un peu... Bon, je sais pas si drôle est le mot, mais en tout cas, ouais, il me semble que c'est vraiment de ça qui a inspiré Daisy Johnson de Six. Et il faudra peut-être que je le lise à un moment, du coup. Mais ouais, il est vachement bien, et vraiment, je te dis, tu vois les reportages où ils sont sur fond noir, ils sont sur une petite chaise, et c'est doublé par au-dessus, c'est exactement ce que moi je... Voilà, c'est un truc que, genre, c'est le truc que tu regardes le dimanche chez tes parents quand tu sais pas quoi regarder, quoi, enfin, voilà. On parlait de ton livre, et tu parlais aussi d'univers graphique et tout, mais Odyssée a un petit univers graphique quand même, avec la couverture, petites interludes un peu visuelles où il y a des croquis, il y a des trucs plus élaborés,
il y a des plans, enfin, je veux pas spoiler ce qu'il y a dans le truc, mais en fait, rien que graphiquement et même au niveau de la maquette, il y a un gros travail, parce que t'as pas forcément mentionné ça, et moi je trouve que c'est super important de le mentionner pour Odyssée, parce que moi ça m'a genre éclaté littéralement, quand je lisais le truc, il y a des trucs ça me rendait folle. Et il y a des trucs, je trouvais ça... Dans le bon sens, j'espère. Oui, donc ça me rendait folle en mode, je veux savoir qu'est-ce qui se dit, et là tu enlèves des mots, et il y a des trucs qui disparaissent, et il y a vraiment un côté, genre, j'ai envie de savoir ce qui se dit vraiment et tout. Il y a des trucs que t'as raturés, il y a des trucs qui sont raturés, des trucs secrets. Il y a un moment donné, il y a une explosion, et du coup la page explose, et ça je trouve ça incroyable. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé tes idées et tout, et elles marchent trop bien. Enfin, il y a vraiment un jeu sur la mise en page, et j'arrête de te saucer. le fait que tu ne sois pas biaisé me touche énormément. Non, mais vraiment, premier degré, c'est un truc que moi, j'adore. Par exemple, moi, je suis une grosse fan de ça n'a rien à voir, hein, mais je suis une grosse fan de romans en vers libre, et j'adore quand la mise en page, elle représente des trucs, où ça prend du sens. Mais en fait, quand le fond et la forme jouent ensemble, enfin, ils jouent ensemble. Ça harmonise. Ouais, voilà, ça fusionne, il y a un truc, il y a... Enfin, genre, pour le lecteur, et même moi, du haut de mes 26 ans, j'ai du mal à le dire, c'est... Enfin, moi, j'aime trop, enfin, peut-être ça correspond pas à tous les lecteurs, mais je pense que pour les jeunes lecteurs qui sont friands de ce genre de choses, bah, c'est vraiment un truc qui est vraiment cool, parce que, bah, genre, ça change, tu vois. Ça dynamise le texte. Bah, tu disais justement que le livre a un petit caractère un peu plus traditionnel en général, et que c'est bien de jouer un peu là-dessus. Et bah c'est vraiment ça qu'en fait, là pour le coup, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup quand la mise en forme joue là-dessus. Ouais. Et je parlais de l'univers graphique parce que je voulais parler absolument de la couverture et même des illustrations. Et donc tout ça a été fait par toi, de tes petites mains, ça vient de ton cerveau et rien d'autre. Enfin, peut-être t'as des inspirations, mais il n'y a pas de copiage genre à l'IA ou etc. Donc comment en fait tu fais pour... parce que moi je ne sais pas dessiner, enfin j'ai envie de croire que des fois j'arrive un peu à dessiner des gribouillis, mais je sais pas dessiner des trucs ultra visuels comme ça, genre sans modèle, parce que vraiment là pour le coup tu t'es inspiré de ce que t'avais écrit, enfin en tout cas ce que t'avais en tête, genre rien que pour dessiner les différentes espèces d'extraterrestres que tu as inventées, genre les Lobala et tout, enfin en fait quand je vois la couverture, enfin parce que moi j'ai vu la couverture bien après, ou même les premiers esquisses de dessin de chaque personnage, je les ai vus après avoir lu les premiers bouts que tu m'as passés. Et j'étais en mode, bah oui, évidemment, là, c'est Odyssée, là, c'est Mignot, là, c'est Mante, évidemment. Enfin, tu vois, genre, j'étais en mode, enfin, ils sont reconnaissables. Et en même temps, tu vois, je trouve ça... Des fois, je trouve que mettre les personnages illustrés, c'est bof. Mais en même temps, là, ils sont vraiment comme ils le sont. Enfin, genre, c'est exactement comme ça que moi, je les ai imaginés en tant que lectrice. Donc je trouve que... Parce que tu vois, des fois, je suis un peu déçue des fanarts, et après j'arrête de parler. Je pense que ça vient aussi du fait que souvent, l'illustrateur et l'auteur sont pas la même personne. Quand t'es dans le roman... Dans le roman de façon générale, d'ailleurs, j'allais dire dans le roman jeunesse. Ah, pas toujours, parce que tu vois, par exemple, j'ai lu La Passe Miroir, la version graphique, au mois de janvier. C'est dessiné par Christelle Dabo. Non, pas du tout. Ah. Justement, c'est pour ça que je te contre-argument, bam bam. Non, en fait, c'est illustré par Vanida. Et je trouve que c'est exactement comme ça que j'imagine. D'accord. Juste, j'aurais pas mis... Pour moi, Thorne n'était pas blond. Mais c'est tout. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je te crois. Thorne, c'est le mec de l'histoire. C'est le mec de l'histoire. Ok, d'accord. Et faut vraiment que tu lises La Passe Miroir. Il y a un fond de romance, mais vraiment très fort. Mais en vrai, moi, je suis pas fan des romances, hein, William. Si, je te jure... Déjà, j'ai beaucoup de mal à te croire. Vraiment, tu me dis ça et je regarde derrière toi et il y a Jane Austen qui me fait de gros yeux. C'est un amalgame. Me lance pas sur Jane Austen, c'est un amalgame. Jane Austen n'est pas une... Tu veux qu'on fasse un épisode sur Jane Austen ? J'en ai déjà fait un, mais on peut réenchaîner là. Ça fait 1 heure qu'on tourne, mais on peut...
Non, Jane Austen, pour la faire courte, c'est pas juste de la romance. C'est par le biais de la romance, elle dénonce des choses de la société. Les comportements... Pas dit romance quand même. Oui, mais il y a un fond de romance. Mais c'est pour que les hommes ne le lisent pas, et comme ça, c'est les femmes qui lisent, et c'est les femmes qui sont au courant. Ah oui, elle met vraiment une couverture avec des gros cœurs roses et tout, et à l'intérieur, là, comment empoisonner son mari en 3 étapes. Et qu'est-ce que t'en sais? Je ne sais pas, tu ne l'as pas lu. Peut-être que j'ouvre vraiment pour regarder quelques pages. Faudrait qu'on fasse un deal. Je lis La Horde du Contrevent, tu lis Emma. Ok. Mais ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, l'univers graphique, la couverture, puis tout ça, c'est un truc que t'as vraiment travaillé, et c'est vrai que là, pour le coup, je trouve que c'était vraiment comme je l'imaginais, parce que des fois, t'as des auteurs, ils imaginent vraiment quelque chose totalement différent de ce que toi, tu avais en tête, soit parce qu'il n'y avait pas assez de détails, soit parce qu'il y en avait trop, et du coup, quand il se met à dessiner, peut-être qu'il simplifie, parce qu'il y avait quand même beaucoup trop de détails. Je trouve qu'il n'y a pas trop de détails avec toi. Et en fait, je trouve que tu nous laisses imaginer les personnages, mais en même temps, on arrive... En tout cas, dans mon cas, j'ai l'impression que je suis arrivée à la même conclusion graphique dans ma tête que ce que tu as fait en vrai et tout. Je pense que ça tient aussi avec... Alors, comme tu dis, il y a ce côté... les personnages sont pas énormément décrits visuellement. Et en fait, je pense que c'est parce que c'est pas vraiment l'aspect qui m'intéresse, entre guillemets. Et de toute façon... Quand tu crées un personnage avec des mots, tu le crées pas de la même façon que quand tu crées un personnage avec un pinceau, avec des couleurs, avec voilà. Il y aura forcément quelque chose qui se perd ou qui s'ajoute dans la translation vers le visuel ou la translation vers le texte. C'est comme si tu parlais 2 langues différentes, quoi. Et tu peux avoir le meilleur traducteur du monde, il pourra jamais te traduire vraiment à 100% exactement le sens du texte original. J'adore le travail de traduction que font certains, mais le texte d'origine, ou même par exemple quand on parle de séries ou de films, des VO, auront toujours un sens plus authentique que la version traduite. C'est pas quelque chose de négatif, parce que ça, c'est important de pouvoir que des gens qui ne parlent pas la langue puissent avoir accès à ces œuvres-là aussi. Je ne parle plus du tout de dessin, je suis complètement parti sur autre chose. Mais c'est vrai que parce que les langues sont si différentes, tu pourras jamais retranscrire vraiment à 100% ce que l'auteur d'origine voulait communiquer. Et je pense que c'est un petit peu la même chose avec du graphique vers le texte et du texte vers le graphique, etc. C'est 2 langages qui ont pas les mêmes codes, c'est 2 langages qui ont pas les mêmes outils. Et du coup, le dessinateur, l'illustrateur peut faire le meilleur travail qu'il veut, il pourra jamais... Alors des fois il est dans la tête de l'auteur, hein, c'est ce qui s'est passé avec Odyssée. Mais bien souvent il ne l'est pas. Et du coup... retranscrire en dessin un personnage qui n'est à la base composé que de texte, je pense que c'est un travail extrêmement difficile, surtout parce que t'as du coup 3 versions différentes du personnage. T'as le personnage que l'auteur s'imagine, t'as le personnage que l'illustrateur s'imagine, mais t'as aussi le personnage que le lecteur s'imagine. Et faire en sorte que ces 3 personnages-là, visuellement, ne se trahissent pas les uns les autres, c'est très compliqué, quoi. Là, effectivement, c'est un peu une bonne chose, entre guillemets, que je puisse illustrer mon texte directement. C'est vrai que quand même, t'as de la chance que tu sais bien écrire, tu sais bien dessiner, tu édites. Enfin, vraiment, là, t'as vraiment toutes les casquettes possibles. Je ne sponsorise pas cet épisode. Hein. Tu ne verras pas 1 centime de ma poche. Mince. Non, mais ouais, vraiment, enfin... Mais tu peux continuer. Je t'en prie. J'aime bien. Moi, je trouve ça exécrable que la vie t'ait autant gâté. Ah oui, bien sûr. Il y a aucun travail derrière ça. C'est uniquement de la chance. Non, en fait... Non, mais oui, en fait, c'est quand tu dessines un truc... par exemple, des fois, je te demande de dessiner un petit truc ou quoi,
et tu me le fais genre en 3 secondes. Et évidemment que derrière, il y a des années et des années... Enfin, depuis ta tendre enfance, tu dessines, donc évidemment que c'est un truc que t'as travaillé, ton style, etc. En vrai, je sais même pas si tu peux appeler ça du travail. Vraiment, pour ce qui est du dessin, c'est juste que j'y ai passé énormément de temps, et j'y ai pas passé énormément de temps parce que je me suis dit, oui, je veux parfaire mon art et mon dessin. Non, ce qui s'est passé, c'est que je me faisais chier comme un rat mort quand j'étais en perm au collège, au lycée, et du coup, je gribouillais dans mon agenda pendant des heures et des heures. Et du coup, si tu combines tout ça sur des années et des années, en fait, ça fait que j'ai passé des milliers d'heures à dessiner, à dessiner des conneries dans mon agenda avec mon petit crayon de bois, quoi. Et derrière, c'est de la mémoire, de la mémoire musculaire, de la mémoire visuelle, quoi. Donc, en fait, faut te dire que toutes mes compétences de dessin, c'est des compétences scolaires que je n'ai pas. Parce que il y a une justice, ça c'est va. ça. Pour chaque truc que je sais dessiner, il y a un truc que je ne sais pas calculer en maths, il y a une date que je ne connais pas en histoire, il y a une règle que je ne connais pas en français. Il faut savoir que j'ai beau être auteur, être éditeur, et savoir un petit peu comment on écrit le français. Ah, mais correcteur, c'est un métier. Hein, ouais, je suis... Je me suis pris une claque en master hein, quand on a eu le... Ah oui, notre pauvre enseignant qui nous a pris un petit peu après un examen, toute la classe, hein, pas nous spécifiquement, mais toute la promo, qui nous a dit, vous savez quoi? C'est pas grave, il y a d'autres métiers que correcteur dans l'édition. il avait vraiment l'air triste pour oui, nous. Bien sûr. Mais cela dit, c'est une bonne chose pour lui, ça lui fait moins de concurrence sur le marché derrière. Oui, c'est juste qu'il est même correcteur. Mais oui, c'est extrêmement rude d'être correcteur. Et... c'est vraiment un truc, il y a des formations pour... Et je sais parce que je suis un de mes propres correcteurs, quoi. Et vraiment, tu peux repasser sur un texte 10 fois et il y aura toujours des choses qui y restent. Alors que, enfin, moi je suis passé sur le texte, toi t'es passé sur le texte, on a une amie correctrice qui est passée sur le texte aussi, et malgré ça, aujourd'hui je rouvre le livre qui est dans sa version imprimée, et je fais il reste une coquille. C'est pas grave, mais en vrai, quand on trouve dans des livres des coquilles, en vrai moi bon, à moins que ce soit vraiment distrayant et qu'il y en ait 40 comme... c'est quoi, tu sais, je sais qu'il y a une collection de livres que tu exècres, effectivement. Elle est sur cette étagère, mais vraiment j'ai envie de le brûler en fait. Ah, super. Je le garde, mais c'est parce qu'en fait c'est des amis qui me l'ont offert. Ah oui. Mais en même temps, voilà, donc ils méritent le bûcher. Fautes et... Donc, par exemple, ils ont pas d'excuses parce que c'est un classique. C'est un classique. Le texte a déjà été travaillé normalement. Alors, en fait, c'est des éditions... C'est même pas la maison d'édition, ça, c'est... la maison d'édition, j'ai oublié parce qu'en fait, c'est tellement une maison d'édition un peu fantôme, tu vois. Ah oui. C'est vraiment un truc que tu trouves dans la maison de la presse. Ah oui. C'est pas un truc que tu trouves en librairie. Par exemple, moi, je l'ai acheté... Enfin, je l'ai pas acheté, mais je soupçonne mes amis de l'avoir acheté au Furet du Nord à l'époque. Ok. Et en fait, au Furet du Nord, une fois que t'arrives côté caisse, t'as un gros truc maison de la presse, en fait. C'est vraiment séparé du reste. Mais en fait, tu vois, c'était à l'entrée. Du coup, ça donne un peu une confusion, tu vois, entre... T'as la frontière et tout. Ouais. Donc, c'est des très beaux livres. Alors, à l'époque, c'était à genre 16 balles. C'est pas cher pour un très beau livre. Ouais, maintenant, sûr. Tu les trouves à 1 euro. Mais 9. 1 euro, 9 maintenant, tu les trouves. Ah ouais. Donc, vraiment, genre, au niveau répartition éditoriale et tout, c'est n'importe quoi. Mais en vrai, alors attends, parce que c'est nul en termes de matériel littéraire, mais par contre, c'est une dinguerie si tu travailles dans le décor, en cinéma ou en théâtre, et qu'il te faut des trucs pour décorer une étagère. Oui, en plus ça fait des livres un peu genre style un peu vite fait ancien, tu vois, t'as l'impression et tout. Et donc c'est la collection des romans éternels, et donc là c'est l'édition de Menzies Park de Jane Austen. Et en fait, j'ai redonné sa chance à ce livre il y a pas très longtemps, et en fait, je n'aime pas en fait ce livre, malheureusement. Parce qu'en fait, c'est une romance entre cousins et j'ai un peu de mal. Ah, c'était une autre époque. Le personnage principal, vraiment, elle se bouge pas. Enfin, je trouve que
de tous les personnages que Jane Austen a créés, c'est le moins bon. T'as envie de la secouer, t'as envie de... Fais quelque chose, là. Ça fait 300 pages que tu fous rien. Bref, voilà. Et j'adore Jane Austen, mais ce livre-là, c'est le contre-exemple. Très bien. Et vraiment, il y a des fautes, il y a vraiment beaucoup de fautes. Alors que il y a un éditeur qui est mentionné à la fin, il y a une correctrice, tu vois, j'ai même retenu que c'était une femme. C'est une correctrice qui est mentionnée à la fin. Et voilà. Et en plus, le choix de la traduction, libre de droit, a aussi son importance, parce qu'il y a plusieurs traductions qui existent de ce texte, qui sont libres de droit, et enfin au moins 2. Et celle-ci, alors je crois que c'est devine main le nom du traducteur, mais peu importe. C'est un traducteur qui avait pris déjà des libertés par rapport au texte. D'accord. Donc il avait changé des trucs. Voilà. Donc ce qui fait que tu n'as vraiment pas le texte de base. Tu parlais du fait qu'il y a les traducteurs qui, même s'ils sont très bons, tu n'arrives pas à avoir le texte... C'est encore pire si t'as un traducteur mauvais. Bah voilà. Si t'as un traducteur qui prend des libertés, voilà. Mais je ferai un épisode sur la traduction, ça c'est prévu. Nice. Je prendrai encore 5 minutes pour descendre cette collection. Vraiment, n'achetez pas ces livres-là. Enfin, c'est... Non. Ok. Et du coup, on parlait de la couverture. Et est-ce que tu avais des petites inspirations concernant la couverture, genre de type qui sont présents dans la pièce? Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. J'ai mis du temps à capter. De quoi tu veux parler. Non, c'est vrai qu'on a ces super enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, des affiches, des posters. En vrai, c'est des pochettes, mais... Oui, c'est des pochettes qu'on a réutilisées et qu'on a encadrées pour en faire un petit peu des affiches qui sont inspirées des films de l'univers Ghibli. Je sais pas à quel point tu pourras tu pourras mettre du visuel là-dessus. Mais en vrai, je ferai un petit reels et je mettrai le visuel. Ah, super. Effectivement, ça va pas être très parlant, mais ouais, on a ces choses qui visuellement sont très sympas et qui sont un petit peu des compositions qui font... je sais pas comment tu peux appeler ça, mais ouais, qui sont très sympas. Et... Bah, c'est pas du patchwork, mais en fait, c'est plein de petits éléments qui sont plus ou moins dans des petites cases, mais pas vraiment des cases... C'est ça. En fait, l'espace est découpé pour laisser de la place à plein d'éléments différents de l'univers du film, à chaque fois. Et en plus de ça, bon, bah, forcément, t'as l'univers visuel de Ghibli qui est très marqué, qui est très chouette. Et du coup, voilà, je pense, effectivement, il y a une inspiration un petit peu de ce côté-là de la découpe du dessin. En plein de... Ah si, j'ai le mot. C'est une sorte de mosaïque. Ouais, bah, j'aurais dit plein de petites fenêtres, tu vois, t'as plein de fenêtres sur l'univers, tu vois. Bah voilà, ça marche aussi, ouais, mosaïque. En tout cas, il y a un petit peu une inspi comme ça, ouais. Et effectivement, des fenêtres sur l'univers, c'est une très jolie façon de le dire. Ouais, j'aime bien. Voilà, donc je sais pas à quel point décrire ça visuellement, enfin décrire quelque chose de visuel, ça passera, ça passera pour les auditeurs, mais ça fait travailler leur imagination, c'est important. Mais ouais, sinon je le montrerai sur mon Insta prochainement quand j'aurai le temps de faire un petit release. Mais ouais, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait t'as pris ce petit truc là et t'en as fait un... Tu l'as remanié pour... c'est plus une question de structure, ouais. Parce que j'ai quand même... Enfin après j'ai utilisé mon style de dessin et en vrai un style que j'ai un petit peu créé spécialement pour Odyssée en plus là-dessus. Mais oui, en termes de structure de l'image, c'est vrai qu'il y a un petit peu cette composition-là dont je me suis inspiré, effectivement. Et moi, je me souviens vraiment, t'avais mis sur ton bureau l'un des cadres, celui de Porco Rosso, je crois. Porco Rosso, effectivement, ouais. Et je crois que t'aimais particulièrement les couleurs. Ouais, bah d'ailleurs, si les gens arrivent à retrouver la fiche dont on parle, ils verront que il y a un petit peu une inspi en termes de couleurs, des correspondances entre la couverture d'Odyssée et cette affiche-là. Par contre, la structure est vraiment pas la même que Porco Rosso. Parce que moi, dans ma tête, je pensais que j'allais me retourner, j'allais trouver un peu la même structure. Mais en fait, pas du tout. Tout à fait. Bah, oui, ici, il y a un petit peu la fenêtre haute qui... Oui.
Oui. qui peut ressembler, voilà. Oui, mais du coup, vraiment, le fait d'avoir plein de petites fenêtres sur cet univers, j'aime bien cette expression. Et je dis pas juste parce que c'est moi qui viens de Non, l'inventer. t'as raison. Mais du coup, ça permet de montrer un petit peu tous tes personnages un peu dans leur élément et tout. Et puis de montrer un petit peu tous les pans de ton univers. Et... Moi, je trouve que elle est très accrocheuse comme... Bah, je l'espère, parce que là, du coup, le livre va commencer à se retrouver dans certaines étales si tout se passe bien. Donc j'espère qu'effectivement la couverture est accrocheuse, on verra bien. Parce que la couverture a un rôle très important, mine de rien, parce d'autant que... plus en jeunesse. Ouais, oui, parce que c'est le premier truc qu'on voit d'un livre si on ne connaît pas du tout ni Dave ni Adam. Donc c'est vrai que la couverture a un rôle promotionnel dans le... Non, ouais, complètement. J'ai l'impression de chercher mes mots alors que je vais vraiment faire un mémoire là-dessus. Et on continue un petit peu de parler sur le côté graphique parce que moi, à chaque fois que je parle d'un peu d'Odyssée et que je montre la couverture, pour moi, ça devient important aujourd'hui de préciser que ce n'est pas de l'IA. Parce que... Alors déjà, on n'a pas l'impression que c'est de l'IA déjà, parce qu'il y a vraiment une patte et tout. Mais, dire que... en fait... dire que l'IA a une patte... qu'une illustration a une patte ou non, ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui, parce que l'IA prend la patte de tout le monde. Et tout ça, donc, qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'édition en général, pas juste pour les couvertures, parce que malheureusement, maintenant en librairie, on voit des choses. Mais rien que dans l'édition, pour tout ce qui est traduction, parce qu'il y a des maisons d'édition qui parlent de remplacer tous leurs traducteurs par de l'IA. Ouais. Est-ce que... qu'est-ce que toi tu penses en tant qu'éditeur maintenant de l'utilisation de l'IA, et même de façon personnelle pour repartir de la base, donc là on parlait du graphique, je trouve que pour le moment on en est encore heureusement à un stade où les couvertures que tu vois en librairie qui sont faites par IA, tu le vois quoi. Ouais, mais ça va pas aller en s'améliorant, mais tu le vois. Ouais. Mais effectivement, pour un jeune lecteur, je pense qu'il se rend pas forcément compte. Mais j'ai envie de te dire, je pense que les jeunes sont bien plus capables que nous de reconnaître le... Tu vois, je pense à la grand-mère ou à l'oncle qui veut offrir un truc, et puis même je pense, je fréquente pas beaucoup, je fréquente surtout les rayons jeunesse, et donc c'est des rayons qui sont très visuels par rapport aux autres rayons, mais par exemple les rayons de fantasy adulte et tout, peut-être qu'en fait il y a aussi l'IA, moi je lis un peu moins de ça, donc... Mais de toute manière, l'IA, que ce soit donc pour tout ce qui est graphique ou pour que ce soit ce qui est texte, traduction, etc. La traduction, c'est moins mon domaine. Je peux moins en parler. Mais en tout cas, pour ce qui est du texte et du graphique, c'est au-delà d'être néfaste pour les artistes, c'est une impasse, quoi. Parce que l'IA vient se nourrir des créateurs, des artistes. Donc, s'il n'y a pas ces œuvres-là qui sont déjà existantes, qui continuent d'être créées, l'IA, elle s'effondre, quoi. On a déjà eu une première vague de ça quand l'IA est arrivée à court de choses à pomper et a commencé à se pomper toute seule. Du coup, vraiment des IA qui commençaient à prendre pour modèle des images générées par des IA. Du coup, t'avais un cas de ce que les gens ont commencé à appeler de l'IA incestueuse, quoi. Ouais, j'avais ça en tête. Où t'avais vraiment des produits d'inceste d'IA, où les images sont de plus en plus dégueulasses, parce que c'est comme si tu fais une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Au final, tu te retrouves avec un résultat qui est de pire en pire. Et donc l'IA a déjà ce problème-là à régler. L'IA est obligée d'avoir un matériau humain à la base pour exister. Donc je pense que c'est un petit peu prématuré de penser que l'IA peut aujourd'hui remplacer les créateurs. Au-delà de toutes les implications morales dégueulasses qu'il y a derrière, et que écologique. Voilà.
Donc l'IA déjà n'a pas de raison d'être, mais en plus, pour moi, l'IA voilà, ne va pas avoir de... En tout cas d'un point de vue créatif, n'a pas un avenir très radieux. Et les seules personnes que je l'entends dire le contraire, c'est des gens soit qui créent des IA, soit qui n'ont que les IA sur lesquelles se reposer pour pouvoir créer. Ce qui est d'une fainéantise monstrueuse, parce que si tu veux dessiner, tu prends ton crayon, t'as même pas besoin de prendre des cours, quoi. Il y a des tutos partout, t'as des outils dans tous les sens. Bref, ce qui va m'amener à mon point suivant, qui est que même si l'IA est une chose horrible pour le monde artistique, je pense pas que ce soit à rejeter complètement. Je pense qu'en fait l'IA a le potentiel d'être un outil très, très intéressant, mais encore une fois, pas du côté créatif, pas du côté graphique, pas du côté textuel. Je pense que l'IA a son potentiel en tant qu'outil du côté... Tiens, on parlait tout à l'heure du côté administratif. Tu vois, par exemple, si demain je peux dire à mon IA tiens, est-ce que tu peux me ranger ces factures ? Elles me font chier et qu'il peut me les catégoriser et me les ranger de façon pratique. Tu vois, ça me fluidifie mon travail, mais comme pas permis. Bien sûr, là, on en est à un stade où l'IA, t'es obligé de toute façon de repasser derrière à chaque fois. Il y a des... Limite, tu reprends plus de temps pour vérifier les infos, quoi que ce soit. Donc, puis en vrai, même pour des factures, moi je lui ferais pas confiance parce qu'elle ouais. lit tes factures. Oui, c'est un exemple que j'utilise. Oui, mais... Faudrait les faire tourner localement, mais ça demande une énergie de monstre. Donc c'est pas jouable. Mais en tout cas, ouais, je pense que là où l'IA a un vrai potentiel bénéfique, c'est pour fluidifier le travail plus que pour le faire à la place des humains, quoi. Voilà, je pense que de toute façon, j'ai pas une take qui sort de nulle part sur l'IA et qui va révolutionner un petit peu le débat. L'IA, c'est... Enfin, de toute façon, moi, mais après, il y a des éditeurs, ils sont pour IA, tu vois, genre... Ah oui, bien sûr, mais c'est des éditeurs qui sont pas artistes eux-mêmes. Mais genre, je crois que... de toute façon, je fais aucune collab avec aucune maison d'édition. Donc, je me mets personne vraiment à dos. Et puis, de toute façon, est-ce que vraiment les éditions Gallimard vont collaborer avec moi un jour ? Mais, par exemple, genre, c'est quoi déjà la collection... C'est la collection Quarto, je crois. Peut-être, ouais. Ils ont ressorti genre une sorte d'intégrale des œuvres de Jules Verne. Oui. Et la couverture est faite par IA. Et j'étais genre, mais en fait, non. En plus de Jules Verne, tu vas pas me dire que t'as pas des illustrations qui sont déjà existantes, que tu peux demander à réutiliser. En plus, tu peux négocier pour utiliser, hein, t'es pas obligé de payer. Ce qui est dramatique, c'est que j'ai l'impression que c'est les boîtes les plus grosses avec vraiment des moyens qui sont le plus susceptibles de mais ça, c'est pour tout, c'est même pour tout ce qui est impression. D'ailleurs, c'est un truc que j'en ai pas parlé, mais en général, c'est les plus gros qui font les impressions à Perpète-les-Bains, au bout de la planète. Et c'est vrai que c'est un truc qui était important pour toi d'imprimer en France. Ça a été imprimé où Ça a été imprimé à Toulouse. Et oui, effectivement, j'avais envie d'imprimer dans le pays, rien que pour des questions un petit peu de morale personnelle et de questions écologiques. Voilà, au niveau du transport. Au niveau du transport, etc. Ouais, bien sûr. Et en plus, on peut pas faire plus écolo parce que la dernière partie du trajet a été faite à vélo. Oui. Ça, c'est excellent. Vraiment, j'étais hallucinée quand on a vu arriver le... Après, il avait un vélo électrique quand même, hein. Mais il faut savoir que la maison d'édition est basée à Angers, et Angers est faite, c'est une cuvette. Et donc vraiment, soit tu descends, soit tu grimpes. Et là, il grimpait. Et c'était... Il était là sur son vélo avec les 300 kilos. Ouais, 300 kilos de livres à l'avant du vélo, et il montait ça le long de la colline.
Vraiment, c'était épique. Ah, il est très fort. J'ai pas le nom de la personne qui nous a livré, mais... Je le recroise souvent. Oui, moi je temps, le croise en ville aussi, effectivement. Je sais même pas c'est quoi comme entreprise de livraison. Il faudrait que je regarde. Mais effectivement, c'était un petit peu cocasse. Une prime. Ouais, Non, mais c'était vraiment... C'était quelque chose. Hein. Mais c'est le genre de truc que je trouve c'est incroyable comme anecdote à avoir. Voilà. Si tu écoutes ce podcast, cher livreur, tu repasses et je te filerai un exemplaire du livre. En vrai, je le mérite, hein, parce que il a déchargé avec nous la palette. Oh là là. Et il y a un truc super important que je voulais te demander, c'est dans le processus éditorial, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Tu peux revenir deux questions en arrière. C'est très simple. Si c'est quelque chose que je peux remettre à une IA qui trie mes factures, ça me fait chier. Si c'est quelque chose que je ne veux pas avoir une IA faire, à savoir tout ce qui est globalement créatif, quoi. C'est quelque chose que j'adore faire et que j'adore travailler. Mais là c'est vague. Est-ce que tu as préféré justement retravailler ton texte? Est-ce que tu as préféré corriger le texte? Est-ce que tu as préféré mettre en page? Est-ce que tu as préféré, je sais pas, porter les cartons jusqu'en haut? Je sais pas si on peut parler de processus éditorial. Alors, bien sûr que si. C'est le processus éditorial, c'est du moment où le texte arrive entre les pattes jusqu'au moment où il est dans la librairie. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'entends, quoi. T'as un suivi. Les cartons, c'était pas ouf. Non, c'était drôle, mais c'est vrai que je le referais pas tous les 4 matins. Comment ça, 300 kilos sur 3 étages? Ouais, c'était incroyable. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? En fait, je pense que ce qui a dû me plaire le plus, du coup, c'est la mise en page et l'illustration, quoi, si tu fais rentrer ça là-dedans. Parce qu'effectivement, la correction, c'est malheureusement quelque chose avec lequel j'ai pas du tout d'affinité. Et donc, c'est vrai que c'était très long, très méticuleux. Qu'est-ce que... En fait, toi, ce que t'as aimé, c'est donner vie c'est la conception, et corps, en fait, à ton texte. Ouais, c'est vraiment la conception d'un point de vue purement artistique. Et on approche de la fin, mais j'ai encore 2 petites questions à te poser. Je t'en prie. Qu'est-ce que t'as ressenti la première fois que t'as eu ton livre, que ce soit l'épreuve corrigée ou le livre final, entre les mains? Pour moi, le plaisir est pas tant dans le fait de voir ton livre en physique. Ça, j'étais très content, mais voilà. C'est plus avoir le retour de personnes qui l'ont lu, pour moi, qui est... Je sais pas si d'autres auteurs voient leur livre arriver enfin en imprimé et ils disent « Oh mon dieu, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est comme si mon bébé venait de naître, je le tiens dans mes bras, je le berce. » Moi, je sais que j'étais juste très content. Toi, tu veux qu'on l'adopte. C'est ça, voilà. Je veux le refiler à quelqu'un d'autre. Non, c'est vrai que c'est peut-être aussi parce que ce qui m'intéresse, c'est plus le texte que l'objet. J'ai envie de travailler l'objet aussi, mais pour le coup, là, ce qui était important, c'était vraiment l'histoire et surtout comment les gens vont réagir à cette histoire. Parce que si je suis un arbre qui tombe dans la forêt et que si je raconte mon histoire dans la forêt et qu'il y a personne autour pour l'entendre, je vais être très triste. Non, et donc c'est un peu comme si j'avais pas raconté mon histoire et recevoir des retours de personnes qui ont lu l'histoire, à qui cette histoire a plu, qui ont connecté avec cette histoire, qui se sont investis dedans, c'est bien plus important à mes yeux et bien plus grisant que juste de recevoir le livre en physique, quoi. Et je me demandais, mais surtout je pense que les auditeurs se demandent où est-ce qu'on peut trouver Odyssée? Dans l'espace. Si vous voulez le livre, alors il est disponible j'allais dire il est disponible en librairie. Non, c'est faux. À moins que votre libraire soit un gros fan de la chaîne Page Zéro et ait déjà commandé le livre, vous risquez de ne pas le trouver dans la librairie, mais vous pouvez tout simplement demander à votre libraire de le commander. Et vraiment, si vous demandez à votre libraire, promis, il vous mangera pas, il va être très content de commander. Il est très content de commander, bien sûr. Et sinon, l'autre option, c'est tout simplement d'aller sur le site des éditions de l'Heure Zéro pour commander le livre. Voilà. Donc maintenant vous savez où trouver Odyssée, vous savez de quoi parle Odyssée,
vous connaissez un peu mieux les éditions de l'An Zéro et l'auteur, éditeur et toutes les casquettes paperasse, etc. De William Danjou. Et donc voilà, donc est-ce que tu avais un petit mot à dire avant qu'on termine un petit peu Bah, merci pour tes questions, et puis j'espère que c'était intéressant pour les auditeurs, voilà. Mais en tout cas, même moi qui connaissais déjà le projet, je trouvais ça intéressant. Parce que mine de rien, ça fait 1h40 qu'on tourne. Il y aura des petites coupures. Hein. Mais non, ça fait 20 minutes. Mais je trouve que c'est passé assez vite. Ouais. Et pour une fois, je suis contente d'avoir quelqu'un qui parlait. Voilà, donc nous, on vous souhaite de chouettes lectures. Et à très bientôt. Et puis voilà. Bisous.